Alors dans la révision, je pense que c'est pareil, ça va améliorer la qualité de tenue des dossiers, mais la facturation électronique va faire une grosse part du boulot, hein. Mmh. Je suis pas sûr que l'IA apporte un vrai plus sur la partie qualité Mmh. de la tenue de comptabilité. À l'inverse, je pense que ça va aider les collaborateurs à déceler des anomalies qu'ils ne verraient Peut-être, pas. ouais, ne pas faire de la surqualité en regardant, tous les points, et plutôt Exactement. que l'IA les aide, en leur disant: «Tiens, concentre-toi sur ces 5 points, 5 diligences Voilà. où il y a un sujet». Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Romain Jousselin, associé du cabinet Audit CPA, qui est passé en 9 ans de 50 à 250 collabs et qui a fait plein de choses intéressantes, notamment beaucoup de croissance externe, ouvert son CFA pour tout ce qui est formation, et qui a une vision assez intéressante de dire que demain, le cabinet, ce seront des experts, pas seulement comptables. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Comptatech. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Romain Jousselin du cabinet Audit CPA. Bonjour Romain. Enchanté Arthur, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. On va aujourd'hui parler de toi, parler du cabinet Audit CPA, et puis se concentrer notamment sur votre stratégie de croissance, ou plutôt d'hyper-croissance. Et du coup, peut-être, je te laisse te commencer par te présenter, me dire un peu ce qui t'a amené à la compta, qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre Audit CPA. Donc moi j'ai démarré en comptabilité avec un parcours classique qui avant s'appelait DPECF, DECF, DSCG. J'ai commencé par un premier cabinet, puis j'ai rejoint CPA en 2015, d'abord en tant que manager, puis promu associé en 2021. Et qu'est-ce qui t'a amené à la compta avant tout? Qu'est-ce qui m'a amené à la compta? C'est le réseau d'amis, le parrain qui était expert comptable, les parents qui avaient fait un DUT GEA. J'aimais bien la finance. J'ai tenté des études d'ingénierie, mais le dessin, c'était pas trop mon truc. À l'inverse, voilà, la finance, ça m'intéressait un peu plus. Les chiffres, les maths, même si la compta, c'est du droit. Et puis, dans le parcours ensuite qui est proposé, ce qui est intéressant surtout, c'est de mesurer qu'on est capable de rencontrer au quotidien des entrepreneurs, des dirigeants, des CFO, DAF, avec des échanges qui sont assez intéressants intellectuellement. Voilà. Donc il ne faut pas s'arrêter juste à j'empile des chiffres, je fais des bilans, c'est plus... Toi, c'est plus le côté contact client qui contact client, qui voilà. te passionne. Exactement, ouais, exactement. C'est rencontrer des entrepreneurs, des aventures entrepreneuriales, et puis les accompagner dans leur prise de décision, leurs difficultés, leurs problématiques et rencontres au quotidien. C'est un peu le copilote. Alors, j'aime pas dire ce terme parce que ça a été repris maintenant par certains fournisseurs de logiciels, mais en tous les cas, c'est d'être toi, tu appelles ça le médecin de famille. Mhm. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de mesurer l'importance qu'on a au sein des TPE, PME. Ok. Et donc, tu intègres Audit CPA, tu disais en quelle année? En 2015. Ok. T'as quel âge à l'époque? À l'époque, c'était il y a bientôt 9 ans, donc j'avais 29 ans. Ok. Pas tout juste marié, un enfant, Ok. et puis deux, et puis trois. Bravo. Voilà. Ce qui m'a plu chez les deux fondateurs, c'est qu'ils sont plus entrepreneurs qu'experts comptables. Et je trouve que c'est vers ça que le métier doit évoluer Ça fait maintenant. quelle taille à l'époque Audit CPA À l'époque, 50 personnes quand je les rejoins. Et aujourd'hui, on est 240, 250. En 9 ans. Pardon? En 9 ans ouais, fois 5. exactement. Ok. Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé chez CPA, c'est cette dynamique entrepreneuriale. Et on est en train d'arriver vers un nouveau monde, on va dire, où on s'appellera tout simplement des experts, mais plus des experts comptables. C'est ça le postulat qui est pris chez CPA, et c'est ça qui est intéressant, aussi bien pour nous qui sommes déjà depuis un certain temps que pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient. Il y a un peu cette blague parfois que les experts, enfin, comme le cordonnier est le moins bien chaussé, l'expert comptable, souvent, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est peut-être parfois le moins bien équipé. Enfin, il a ses deadlines, sa prod, mais il gère souvent pas son cabinet comme une entreprise où il s'applique pas les mêmes conseils qu'il prodiguerait à ses clients. Et je pense que ce qui, chez vous, est différent, c'est Ouais. que vous avez une vraie logique de développement. On en parlait un peu juste avant, mais l'idée de vraiment industrialiser, structurer les fonctions support, faire qu'en tant qu'expert comptable, toi, tu te concentres sur ce que tu sais bien faire. C'est ça qui est terrible, c'est que toute la journée, on fait des recommandations à nos clients pour améliorer leur quotidien, leur rentabilité.
Et finalement, oui, les coordonnées sont les plus mal chaussées parce que nous, à la fin, on reste focus sur le client, les échéances du client, mais on oublie un peu le cabinet. Donc, voilà, l'expert comptable n'a pas le temps de faire son propre suivi comptable, c'est bizarre. Il n'a pas le temps de relancer correctement ou de facturer correctement ses clients. Le recruter, c'est une vraie difficulté dans la profession parce qu'elle est réputée déjà peu attractive. Et en plus, ça prend du temps. Il y a une forme de pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on n'a pas recours à des cabinets de chasseurs de tête, il faut aller chercher par soi-même. Donc, voilà, toute cette partie gestion entrepreneuriale qui finalement a trait à n'importe quel dirigeant, c'est pas là où l'expert comptable est le meilleur. Là où il est le meilleur, c'est quand il s'occupe de ses clients. Et donc, chez CPA, on veut monter ce qu'on appelle cette plateforme d'intégration, cette plateforme de service support, pour que les experts comptables n'aient plus ces sujets-là à traiter. Et quand on processe, on est meilleur, en fait, on est plus efficace. Donc, on met en place... des standards de qualité on a aussi, des standards de qualité, on a des rythmes qui sont toujours les mêmes chaque mois et qui sont contrôlés par des fonctions support auxquelles tous les experts comptables qui rejoignent CPA ont accès. Et ça leur permet, encore une fois, de se concentrer sur les clients, le conseil, leurs équipes, et pas sur l'administratif. Pourquoi vous faites de la croissance? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? C'est le défi? Vous êtes fixé des objectifs? Est-ce que c'est pour faire des économies d'échelle? Enfin, quelle est la raison profonde pour laquelle vous courez après la croissance, quoi? Bon, d'abord, développer ces fonctions support, ça a un coût. Donc, pour rentabiliser ce coût, cet investissement, il faut grossir. Donc, c'est économie d'échelle. Économie d'échelle d'abord, ça c'est indéniable. Ensuite, on pense que l'ensemble de la profession va se concentrer. Et donc, pour continuer à exister et à offrir les meilleurs services à nos clients, on a l'obligation de grossir. Et puis après, il y a un... Et tu penses, c'est quoi qui va faire... Enfin, qu'est-ce qui va driver cette concentration dans la profession? Moi, je pense que c'est la technologie qui nous fait gagner du temps, mais qui a un coût. C'est-à-dire que c'est ça qui est particulier. C'est que ça nous fait gagner du temps, mais il y a un niveau d'investissement à faire en amont qui est colossal. Aujourd'hui, les licences, ça coûte cher. Quand tu es tout seul avec tes 10 collaborateurs, tu as un pricing power qui est assez faible. Quand tu commandes tout de suite pour 200, 300 personnes, là, tu peux obtenir des meilleures conditions. Et puis, la croissance, c'est aussi d'abord naturellement, tu le fais dans ton propre cabinet parce que tous les ans, tu perds des clients, donc tu es obligé d'aller chercher de nouveaux clients. Mais c'est aussi, moi, je trouve que c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'abord, il y a une forme de satisfaction personnelle à avoir été retenu par le vendeur, c'est-à-dire qu'il a cru au projet, et donc c'est là où on voit qu'on va dans la bonne direction. Et puis après, il y a toute la phase d'intégration des équipes et des clients qui est aussi hyper intéressant. Et je reviens juste du coup sur la croissance. Tu disais tout à l'heure aussi que va falloir proposer plein de nouveaux services. Moi, c'est un truc auquel je crois, c'est que avec la facture électronique et ce genre de choses qui arrivent, il va falloir effectivement, moi je pense, proposer plus de 360. Et ça, du coup, faut avoir une masse critique pour pouvoir embaucher des juristes, des CGP, etc. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, comme fonction en dehors des fonctions support dans le groupe la facturation électronique, effectivement, la conséquence, c'est que, il va falloir accompagner les clients, donc il va falloir monter des équipes d'intégration qui sont dédiées, et parallèlement, il va y avoir un temps passé à produire les dossiers qui va diminuer. Et donc avec des baisses de chiffre d'affaires, donc il faut trouver d'autres leviers de croissance. Donc chez CPA, on a développé avec l'ensemble des associés des activités périphériques. Donc on a, effectivement, tu parles du CGP, donc commercialisation de plans épargne retraite, de gestion de trésorerie excédentaire pour les entreprises. On a aussi de l'assurance, notamment des mutuelles. On réalise la paye pour nos clients. On est le mieux placé pour leur proposer aussi les meilleures mutuelles, ou en tous les cas les moins chères, les plus efficaces. On a aussi monté une école de comptabilité dont tu es le parrain. Ouais. On fait du bilan carbone, puisque si on n'a plus de bilan comptable à faire, on pourra toujours demain faire du bilan carbone. Je parlais avec un autre expert comptable qui me disait que pour lui, sur le segment TPE-PME, le marché n'était pas encore mûr. Non. T'es d'accord avec ça? Il n'y a pas assez de contraintes. Maintenant, une TPE-PME qui voudrait participer à des appels d'offres pour des grands groupes est obligé. Voilà. Mais sinon, pour le reste du marché, on était un peu trop en avance de phase. Et nous, donc, on propose à la fois le calcul du bilan carbone. Et alors,
on n'aime pas dire ça, mais de la compensation carbone. On plante des arbres dès lors qu'on a pu établir quel était le bilan carbone chez CPA. Donc voilà, c'est des activités comme ça périphériques qu'on a développées. On a aussi du recrutement, puisqu'on avait, nous, un problème de recrutement. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre cabinet de recrutement. Ça, c'est rare. En gros, les problèmes qu'on avait, nous, au quotidien, on les a transformés en opportunités. On a aussi le temps partagé, pareil, pour proposer du DAF externalisé, du DRH externalisé, du marketing externalisé. Quelques jours par mois, nos clients peuvent nous solliciter. On essaie de trouver les meilleurs profils. Et cet ensemble de services, vous avez finalement, d'autres trucs en ligne de mire ou... On est en cours sur du notariat. Et puis, on a déjà un service juridique qui est bien étoffé, qui est supervisé par un avocat. Et la suite logique, ce serait d'avoir aussi un cabinet d'avocats CPA. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand on rencontre soit un nouveau client, un prospect, ou alors pour un client existant, lui montrer qu'on peut lui offrir d'autres services, ça amène une valeur ajoutée assez forte. Et puis, naturellement, le client fait confiance à son expert comptable. Donc, l'expert comptable peut facilement lui proposer des nouveaux services et donc augmenter lui aussi sa rentabilité, sa croissance. Vu qu'on va parler de croissance externe, j'imagine que c'est aussi un moyen, quand tu rachètes un cabinet, de montrer déjà à l'expert comptable qui rejoint l'aventure qu'il va avoir plein d'autres services sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, et aussi aux clients que tu rachètes, à la clientèle, au portefeuille que tu rachètes. Maintenant, il va avoir accès à beaucoup plus de services que ce qu'il pouvait avoir avec le petit cabinet qui n'avait pas la masse critique pour avoir des avocats, etc. quoi. Là, ce qu'on propose, c'est donc le CPA, le réseau CPA, et puis la marque Diversifio qui regroupe l'ensemble des services périphériques, on va dire, mais qui demain, je pense, ça fera qu'un. En fait, on va transformer le traditionnel cabinet d'expertise comptable en société de services aux entreprises de façon générale. Et de la même manière que quand on va dans un hôtel 5 étoiles, finalement, on a énormément de services qui nous sont proposés. Je pense qu'il faut construire la même chose, mais version entreprise. C'est ce que tu disais, c'est expert, mais pas forcément expert comptable. Exactement, c'est expert. En plus, on est expert souvent que en comptabilité ou en finance, un peu en paye, un peu en droit. Mais pour le reste, on n'est pas... on n'est pas les mieux placés. Donc, nous, on a des associés qui sont des experts dans leur domaine d'activité. Donc, ça peut être la retraite, ça peut être la trésorerie, le recrutement, les RH. Vous étiez médecin de famille et vous devenez médecin de famille dans une clinique, quoi. Oui, ça fait un peu maison de soins. Ouais. Tu as toutes les spécialités qui sont dans la maison. Ouais. Tu as d'ailleurs pas mal, dans le domaine de la santé, tu as pas mal de groupes qui se lancent où on te dit tu vas aller à un endroit et tu as tous les spécialistes. Exactement. Tu n'as pas besoin d'être trimballé à gauche, à droite. C'est ça, ou tu passes d'un spécialiste à l'autre parce que tu n'as pas le temps d'aller faire ces rendez-vous plusieurs fois dans l'année. Là, tu consacres une demi-journée à ta santé et tu fais un check-up complet. Là, c'est un peu la même idée pour la partie compta, expertise, finance. Et alors, du coup, si on retrace un peu l'historique en termes de croissance, quand est-ce que vous avez fait votre première croissance externe chez Audit CPA ? Alors, c'était bien avant que j'arrive. Okay. Les deux associés fondateurs, Anthony et Philippe, avaient déjà eu une ou deux expériences de croissance externe qui ne se sont pas révélées très fructueuses. Et finalement, ils ont recommencé en ne reproduisant pas les erreurs du passé. On a un slide qui doit faire une dizaine de pages avec des chiffres. Tout est anonymé. Le nom des clients est révélé le jour de la vente définitive. Le nom des collaborateurs est révélé le jour de la vente définitive. Donc, il y a très peu de communication. Je ne vais pas dire que c'est un coup de poker parce qu'on a quand même la comptabilité du cabinet, donc on a un certain nombre d'infos qui nous sont transmises, mais on n'a pas les clients et on n'a pas les collaborateurs. Et en fait, la vraie valeur du cabinet, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans le fichier d'écriture comptable que va nous transmettre le cédant. Et donc, oui, il y a une forme de pari, mais finalement, c'est comme quand tu rachètes n'importe quelle entreprise. Tu n'as pas accès à toute l'information. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc c'est le jeu. Maintenant, nous, on a les bons réflexes pour que ça se passe très vite bien. On arrive à sécuriser les équipes, on communique correctement aux clients. Maintenant, vous faites à peu près combien d'opérations de rachat par an ? L'année dernière, on en a fait 6 ou 7. Il y a des banques d'affaires, 4, 5. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accéléré ? Et c'est aussi l'accès à du financement. Voilà. Tu deviens de plus en plus crédible auprès des financeurs, quoi, j'imagine. Oui, on a des opportunités grâce à nos financeurs, mais on n'a pas monté notre propre banque d'affaires. Il y a un réseau qui existe déjà sur le marché de la profession qui nous alimente en dossiers.
Donc on reçoit les dossiers, on en rejette une bonne partie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la bonne personne pour reprendre, ou alors c'est pas positionné géographiquement dans un endroit où on est capable de faire la reprise derrière. Ça fait beaucoup. Puis ensuite, il y en a finalement que 5 qui sont retenus. Pour le moment, on est dans ceux qui sont retenus, mais tout le monde achète dans les mêmes conditions. Donc après, c'est une note de gueule, hein. Il faut que ça fitte avec le cédant. Le pouvoir, entre guillemets, de négo, il est plutôt du côté du cédant Ah, que de complètement. l'acheteur. Ouais. Ok. Ah oui, on a jusqu'à être en exclusivité. Tu n'as rien vu à part le slide de 10 pages et tu as rencontré peut-être 2 fois le cédant. Et c'est seulement quand tu rentres en exclu que là, tu as accès aux documents. Donc, faut pas non plus perdre du temps à essayer d'étudier tous les dossiers. Il faut avoir une stratégie assez claire. Nous, on le fait parce qu'on a un manager, un futur associé qui géographiquement est positionné au bon endroit au bon C'est ce moment. que j'allais dire. C'est quoi tes critères, toi, pour savoir sur quel dossier tu vas monter Parce qu'il veut participer au projet CPA. Dans ces cas-là, c'est facile, il n'y a pas de sujet. C'est juste se mettre d'accord sur le prix. Par contre, quand le cédant part à la retraite ou qu'il veut changer d'activité, ben là, il nous faut la personne qui va reprendre l'activité. Et ça ne s'invente pas. Nous, on dit que si on n'a pas la personne au bon endroit au bon moment, on ne fera pas le deal. Du coup, sur le premier cas de figure, où le cédant, il reste, qu'est-ce qui le motive et peut-être, toi, c'est quoi ce que tu as à leur proposer justement à ces cédants et quel type de cédant tu recherches Bon, il y a un âge, c'est certain que quelqu'un qui a 60 ans, il se projette que pour les 5 années qui lui restent. Mais quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, bah lui, il faut qu'il adhère d'abord aux hommes et aux femmes du réseau CPA, avant toute chose. Donc il faut qu'il y ait un feeling qui se crée, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on essaye de lui démontrer que tous les points où il a des doutes, des difficultés, on parlait de la facturation électronique, c'est je ne sais pas comment ça va se passer dans 2 ou 3 ans. C'est l'intelligence artificielle, pareil, je ne me sens pas capable de faire face à l'IA seul dans mon coin. Et donc c'est déjà sur ces sujets métiers qu'on essaye d'être rassurant en disant que nous, on va co-construire avec lui les solutions de demain. Et puis ensuite, c'est ah oui, aujourd'hui, c'est moi, quand il faut aller changer le disque de sauvegarde du serveur qui m'en occupe, c'est moi qui dois faire mes recrutements tout seul. Bon, voilà, tout ça, on lui dit, écoute, ça, demain, tu t'en occupes plus ou quasiment plus. Déjà, la personne se dit, ah, ça y est, enfin, tout ce qui ne m'intéresse pas, je ne le ferai plus grâce à CPA. Donc, c'est cette plateforme de service qu'on propose qui, finalement, attire ceux qui veulent rester dans le réseau CPA et continuer leur carrière au sein du réseau CPA. Qui fait la différence peut-être par rapport à d'autres groupements qui ne se sont pas encore structurés ou qui ont une structuration un peu différente, un peu moins intégrée. Voilà. Ok. Et dans le cas de figure numéro 2, qui est le cédant, il part, et toi, j'imagine que ça, c'est aussi un super levier de rétention de tes équipes actuelles, parce qu'elles savent qu'en étant chez CPA, elles vont avoir des opportunités peut-être demain de reprendre des bureaux, un jour d'accéder à l'association. Ça, par exemple, cette réflexion autour des parcours de carrière des collaborateurs, on peut le faire parce qu'on a atteint une taille critique et parce qu'on a un service RH qui réfléchit à ces sujets-là et la promesse qui est faite quand un collaborateur rentre chez CPA, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre. Tant que le marché le permet, on peut passer du stade de collaborateur à associé. Et il y a 2 critères pour être associé chez CPA, c'est être sympa et créer de la valeur. Et donc, soit le collaborateur arrive à créer sa propre clientèle, soit via le réseau CPA, il est en capacité de reprendre un cabinet. Donc pareil, pas de problématique de financement à gérer de son côté. C'est le groupement qui s'endette. Et le manager, futur associé, reprend du coup un cabinet. Donc c'est quand même intéressant. Là, on a fait l'essai avec un manager à Toulouse. Il nous a rejoint en juillet à 28 ou 29 ans et il a repris un cabinet toulousain en octobre-novembre. Donc c'est balèze, ça. Voilà, il avait une appétence déjà à développer de la clientèle avec des partenariats locaux ou des partenariats tech. Et puis, il avait déjà repéré plus ou moins ce cabinet, mais le cédant a été rassuré par le fait que ce soit dans le cadre d'un groupement que sa clientèle, ses collaborateurs sont repris et que donc l'aventure se poursuit quelque part. Donc oui, il est arrivé seulement en juillet, il est passé responsable de bureau en octobre-novembre.
Ça va très vite, effectivement, parce qu'on a confiance en lui et qu'il était diplômé. Mais voilà, encore une fois, c'est parce qu'on avait la personne au bon endroit au bon moment qu'on a fait cette reprise. S'il n'y a pas la bonne personne, si la sauce prend pas, ça marche pas. Les clients s'en vont en fait et les collaborateurs s'en vont. Donc on perd toute la valeur du cabinet qui a été repris, quelles que soient les personnes qui la dirigent. Là, le client et le collaborateur veulent avoir quelqu'un qu'ils apprécient ou en qui ils ont confiance pour gérer le business. Et alors justement, en ce moment, on parle pas mal de la financiarisation de la profession. Tu as notamment un fonds de private equity, Waterland, qui est rentré au capital de Cogep. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va continuer? Parce que vous, de ce que je comprends, c'est plutôt vous empruntez notamment. Oui, nous pour le moment on emprunte. Ouais. C'est pas qu'il y a un fonds qui devient propriétaire entre guillemets du cabinet, quoi. Pour le moment non, mais bon, comme tu le sais, on peut pas non plus s'endetter auprès de banques traditionnelles à vitam aeternam. Les banques à la fin te disent quelle garantie j'ai. Enfin, on va arriver à un moment donné à un essoufflement de l'endettement traditionnel. Oui, et demain, je pense que c'est inévitable qu'un fonds rentre. La manière, je ne sais pas. Dans combien de temps, je ne sais pas non plus. Mais au bout du bout, le client, lui, il a toujours la faculté de résilier au moins une fois par an. Le collaborateur, lui, peut partir quand il veut. Donc, c'est ça, tu peux moins, comme tu dis, racheter à tour de bras complètement parce qu'il faut être plus sélectif, parce qu'il faut que tu aies le fit avec exactement, le projet. Ouais. Parce que si tu perds tout ton chiffre d'affaires l'année d'après ou tous tes collaborateurs dans les 3 à 6 mois, ce qui est déjà reste arrivé, dans un métier d'humain, quoi. Exactement. Là, le cabinet, c'est tout au long de l'année où il faut être en capacité d'accompagner ton client et c'est tout au long de l'année qu'il faut manager tes équipes puisque c'est les équipes aussi qui tiennent les clients. Donc, alors, tu vas me dire, nous, on est en train de racheter, donc c'est pas terrible si des fonds arrivent sur le marché parce que mécaniquement, ça fait grimper les valos. Mais à l'inverse, nous aussi, la valorisation du groupe augmente, donc ça peut être attrayant pour des experts comptables qui comprennent le bénéfice, la mécanique de l'entreprise. Donc c'est pas un mal. Je pense que ça s'est fait dans n'importe quelle industrie. Il faut pas voir les fonds comme étant des vautours qui viennent chercher uniquement de la rentabilité. Il y a des fonds qui participent pleinement au projet et qui accompagnent aussi, qui mettent en place des stratégies et qui sont meilleurs que nous en plus pour continuer à faire de la croissance externe. Donc oui, ça arrivera, mais moi je le vois pas comme un risque. Et du coup, on disait que tu as un enjeu de garder les collabs, garder les clients, etc. Comment ça se passe concrètement, un projet d'intégration, une fois que vous avez racheté un cabinet D'abord, donc, si le cédant reste, c'est facile, puisque là, il n'y a pas de changement ni pour les clients, ni pour les collaborateurs. À la rigueur, les collaborateurs, ils rejoignent un groupe plus important, donc ils ont certainement plus d'avantages. Et puis les clients, ils ont un panel de services plus large. Donc de ce côté-là, pas de difficulté. C'est plus quand le cédant s'en va, et là, c'est à la personne qu'on aura promue pour remplacer le cédant, de faire avec ses qualités et ses défauts pour recréer du lien avec les clients, recréer de la confiance et de la même manière avec les équipes. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'important, c'est de garder les équipes parce que c'est eux qui ont la relation client quotidiennement. L'expert comptable, il intervient un peu plus ponctuellement. Donc, s'il met les bonnes choses en place et que les collabs restent, les clients resteront. Maintenant, pour que ça, on sait mécaniquement que tu perds à peu près 10% de ton chiffre d'affaires chaque année parce que les clients ne sont pas contents, parce qu'ils arrêtent leur activité, parce qu'ils cèdent. Donc, il faut retrouver de la clientèle. Et ça, il n'y a que les qualités de la personne qu'on place qui permettent de recréer de la croissance organique sur cette croissance externe. Et là, cette croissance externe ne fonctionnera que si tu arrives à recréer de la croissance organique autour de ce portefeuille repris. Donc, la clientèle que tu as rachetée, tu vas peut-être la garder 10 ans. Donc, tu as l'obligation de la renouveler. Donc, il faut mettre quelqu'un qui est en capacité de développer. C'est une bonne transition pour la croissance organique. Nous, tu nous avais pas mal impressionnés quand on s'est rencontrés parce que tu as mis en place notamment pas mal d'automatismes pour faire de la croissance organique parce que de ce que je comprends aujourd'hui sur le marché, si tu veux trouver des clients, tu peux en trouver. Oui. L'enjeu, c'est de trouver les bons et essayer d'industrialiser un peu ça parce qu'il y a beaucoup de volume. Explique-nous un peu ce que tu as mis en place, toi, pour faire de la croissance.
Du coup, pas externe, mais organique, quoi. Alors d'abord, il y a Est-ce que tu as testé Alors il y a quelque chose qui est très, très ennuyeux quand on capte un nouveau client, quand on veut capter un nouveau client, c'est qu'il y a des formalités administratives qui sont stratosphériques. Alors on n'est pas au niveau bancaire avec des KYC longs comme le bras, mais quand même, il y a la lettre de mission, si c'était tenu par notre expert comptable, lettre de déranto, et puis ensuite, il y a l'utentil lab. Donc ça, la dernière fois, j'ai vu sur LinkedIn, il y en a un qui a construit un modèle complètement automatisé sur Make, qui est un outil d'interconnexion de logiciels. Et en appuyant sur un bouton, en fait, il avait déroulé tout le processus automatiquement d'entrée d'un nouveau client. Des petits outils qui permettent d'externaliser son agenda. C'est tout bête, mais avant, quand on me disait quand est-ce que tu es dispo, j'envoyais 3-4 dispo. Bon, maintenant, j'envoie mon agenda et la personne, elle book quand elle a envie de me voir. En plus, c'est ça qui est fort, c'est c'est elle qui prend rendez-vous. Un peu comme Doctolib chez les médecins. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, parce que je passais énormément de temps à échanger au téléphone pour savoir quand est-ce que la personne était disponible. Et après, j'ai mis en place donc l'agenda est connecté au CRM, et puis du CRM, tu génères ta lettre de mission tout de suite à la fin du premier rendez-vous, à la fin de ta première démo de l'outil qui est retenu. Donc tu gardes l'effet waouh, et là tu maximises tes chances de transformation. Et j'ai fait comme ça plusieurs partenariats, et à chaque partenariat, je monte un CRM un peu dédié. Comme ça, le partenaire peut voir aussi le nombre de leads qu'il a amené, et comme ça, le il taux de voit que toi, transformation. tu transformes bien. Exactement. Et il va continuer à m'en envoyer. Et puis, moi, je suis assez transparent, donc je suis OK pour, entre guillemets, payer. Parce que je ne serai jamais en capacité de renvoyer la même chose à mon partenaire, donc je préfère me mettre d'accord sur un montant d'apport d'affaires. Et ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas si tu as quelques chiffres à nous partager de combien de clients typiquement tu sais acquérir de façon organique. Du fait de la taille du réseau CPA, mécaniquement, on a un afflux de dossiers assez naturellement, mais moi je réalise à peu près une dizaine de rendez-vous prospects par semaine. Donc après, j'en transforme peut-être un quart, un tiers. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont rencontré un autre confrère, consoeur, et que le fit a été mieux passé. Mais globalement, je pense que j'ai une centaine de nouveaux clients par an. Mais quand j'ai démarré avec les équipes de Penny Lane, là, je pense que j'ai bénéficié aussi de la montée en puissance de Penny Lane, de l'image de Penny Lane. Mécaniquement, les clients arrivent et ils se présentent assez naturellement à nous. Et puis, c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que si un client nous fait confiance, il va nous recommander. Et donc, finalement, quand on fait rentrer un nouveau client, on a un nouveau réseau que l'on fait rentrer aussi dans son écosystème, qui va faire des petits. Et donc, assez naturellement, avec la taille maintenant de mon portefeuille et du groupe CPA, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver de nouveaux clients. Le gros effort que je fais, c'est en termes de qualité perçue. C'est ce que j'explique à mes équipes, c'est que notre meilleur commercial, c'est le client. Donc, s'il est bien servi, on aura déjà, il va d'autres recommandations. D'autres services et il chez va prendre vous, d'autres services, et en plus, il va nous recommander. Et donc là, au bout de 2-3 ans maintenant, là, je commence à avoir le retour de l'investissement que j'ai fait à l'origine. Ok. Et justement, sur les autres services, comment tu les pousses? Est-ce que c'est plutôt en réactif quand le client il demande quelque chose, vous allez lui proposer? Ou est-ce que c'est vous qui allez identifier d'une certaine manière des opportunités Ça, je pense que c'est la prochaine étape, c'est effectivement de réussir à construire des indicateurs clés qui font que le client est éligible à telle ou telle solution complémentaire. Mais après, on a ce fameux rendez-vous annuel, ce fameux rendez-vous bilan, où on peut échanger un peu plus librement avec le client. Et à ce moment-là, il faut être force de proposition. Quelqu'un qui n'a pas de couverture retraite, lui en proposer une. Quelqu'un qui n'a pas de couverture mutuelle, lui en proposer une. Quelqu'un qui a de la trésorerie. Il y a 2-3 ans, c'était pas très intéressant, mais là maintenant, un peu de trésorerie, 100 000 euros de côté, on peut le placer à des taux intéressants. Donc c'est là où il faut avoir une démarche proactive. Mais je pense que la prochaine étape, c'est plutôt d'exploiter, on va dire, toute la donnée, de monter des indicateurs clés, et donc de faire des campagnes marketing pour être beaucoup plus force de proposition. Et en plus, il faut que ce soit, si je puis dire, détaché de la qualité de l'expert comptable à proposer ces solutions. Si on veut que ça marche,
il ne faut pas qu'il n'y ait que que ce soit un peu processé. Il faut que ce soit processé. Donc, il n'y a pas que l'expert comptable ou l'expert qui est capable de proposer ces solutions. Il y a aussi les collaborateurs qui doivent avoir le réflexe et connaître l'offre du groupe CPA pour le proposer aux clients. Et puis après, je pense qu'il faut, avec un peu de mailing, essayer de faire du cross-selling, d'être un peu plus efficace, un peu plus processé. Et ce ne sera pas forcément l'expert comptable qui proposera la solution, mais le réseau CPA. Et je pense qu'à la fin, si le client est servi, il sera content. Ok, voilà. Super clair. Du coup, on a parlé des transformations que le métier va avoir. Il y en a une autre dont on n'a pas trop parlé, c'est l'intelligence artificielle. On a parlé un peu de la facture électronique. Quelle est ta vision sur ce que l'IA va apporter ou changer dans le métier ? Je pense que les deux vont de pair parce que pour que l'IA soit bénéfique, il faut qu'elle travaille sur de la donnée structurée. Et aujourd'hui, je pense que l'IA sans la facturation électronique, il y a un biais qui est trop important, c'est le traitement par l'humain ou la façon de traiter pour nous chaque dossier. Voilà, on a presque, j'ai envie de dire, chaque comptable a ses méthodes, même dans un cabinet structuré. Chacun fait un peu comme il a envie. Donc, mettre une intelligence artificielle là-dessus, il y a un aléa qui est trop fort. Alors elle sortira des insights ou des réponses absurdes. Quoi. Voilà, ou pas tout à fait vraies, pas tout à fait fausses non plus, mais bon, on ne gagnera pas en efficacité. Donc la promesse qui est faite par les développeurs de l'IA n'est pas rendue possible. Maintenant, si on met la facturation électronique, c'est du machine to machine. Donc une machine va envoyer une pièce comptable et c'est une autre machine qui va la lire. Et là, en plus, elle est codifiée. Donc là-dessus, mettre une IA, là, ça devient pertinent. Et moi, j'ai toujours suivi un peu les évolutions technologiques de la profession. Donc, il y a d'abord eu la digitalisation, la numérisation. Là, il y a un nouveau coup d'accélérateur. Donc, je pense qu'il faut jouer le jeu parce que, de toute façon, les clients seront demandeurs. Et côté cabinet, ça va nous permettre de traiter encore plus de données et d'être encore plus efficace. Et comme en plus, on a des difficultés de recrutement, finalement, l'IA va permettre, je pense, de résoudre une partie de ces difficultés et va aider les collaborateurs et les experts à mieux traiter les dossiers, à les mettre à jour plus vite et à apporter encore plus de valeur aux clients, plus de conseils. Et puis, tu auras de la donnée plus granulaire. Voilà, exactement. Aujourd'hui, quand on saisit une facture, on dit tel fournisseur, tel taux de TVA, tel compte de charge, mais on n'a pas la ligne de produit, la quantité, etc. Exactement. Tu vas avoir demain et dont l'IA pourra... l'IA ou l'expert pourront se servir. Là, j'ai fait tu vois, dans le cadre on parlait de croissance externe, on reprend un cabinet qui avait une gestion commerciale sur Sage GSCOM, donc inexploitable, pas d'export possible. Donc, on a numérisé 14 mois de facturation, ça fait 2800 factures. Et ces 2800 factures, on les a fait numériser et traiter par l'IA pour en ressortir un tableau Excel propre qui nous a permis de construire un tableau croisé dynamique où on a pu reconstituer tout le plan de facturation et tous les prix par prestation que le cédant pratiquait. On s'est aperçu qu'en paye, il avait 5 barèmes de prix différents pour ses bulletins. Okay. Mais donc, pour être sûr que le client continue de payer, il fallait continuer à lui facturer la même chose. Donc là, l'IA nous a amené une vraie valeur ajoutée, puisque sinon, il aurait fallu redescendre les 2800 factures à la main. Donc voilà un des bénéfices de l'IA. À partir de factures PDF propres, déjà, juste avec un OCR, on a pu récupérer justement la granularité et redescendre jusqu'au produit. Okay. Demain, on peut imaginer faire la même chose pour nos clients. On parle souvent du coût de la farine pour un boulanger. On parle du coût des produits pour un restaurateur. Dans le BTP, pareil, le coût des matières. Je pense qu'on deviendra des acheteurs pour le compte de nos clients en lui disant écoute, nous on a observé que peut-être demain des nouveaux services de CPA, une centrale d'achat quoi. Oui, centrale d'achat, contrôle de gestion, dire à tel client écoute, nous on a observé que chez nos autres clients il achetait un peu mieux que toi, donc peut-être qu'il faut que tu ailles renégocier ses prix, ou alors est-ce qu'on peut le faire pour toi? Et dans ces cas-là, c'est nous qui allons vers le fournisseur en lui disant écoute, nous on veut que les clients CPA aient telle grille de prix. Donc, on te dira qui sont nos clients et tu leur appliqueras telle grille de prix. Et là, on pourra faire effectivement de la croissance organique autour de ces nouveaux services. Et ça, l'IA, on en aura forcément besoin, puisque là, au lieu d'avoir juste un hors-taxe avec un nom de fournisseur, là, on aura une granularité beaucoup plus forte à exploiter. Donc, c'est encore plus de données. Et ça, un humain ou même plusieurs humains ne pourront pas le faire. Et je pense que de la même manière que la saisie n'intéresse plus personne, ça n'intéressera pas beaucoup plus de monde d'aller descendre dans chaque facture pour voir les prix au kilo de telle ou telle matière. Donc l'IA va nous permettre ça. Est-ce que tu vois d'autres usages dans la révision, dans...
Alors, dans la révision, je pense que c'est pareil, ça va améliorer la qualité de tenue des dossiers, mais la facturation électronique va faire une grosse part du boulot, hein. Je ne suis pas sûr que l'IA apporte un vrai plus sur la partie qualité de la tenue de comptabilité. À l'inverse, je pense que ça va aider les collaborateurs à déceler des anomalies qu'ils ne verraient pas. Ne pas faire de la surqualité en regardant tous les points, mais Exactement. plutôt que l'IA les aide en leur disant tiens, concentre-toi sur ces 5 points, 5 diligences Voilà. où il y a un sujet, quoi. Il y a un sujet, pourquoi ? Parce que voilà, la marge de ce client pour telle activité n'est pas cohérente, donc interroge-le plutôt là-dessus, au lieu de passer du temps à regarder le coût de ses assurances ou de faire du cut-off sur le loyer. Effectivement, côté collaborateur, mais l'intelligence de l'IA, c'est plutôt de pousser en fait la donnée vers le collaborateur, et donc plutôt que de traiter dossier par dossier, peut-être avoir encore une fois des indicateurs un peu globaux de son portefeuille pour lui dire tu es en retard sur tel dossier, là il y a telles écritures qui n'ont pas été traitées, on a remarqué que sur cet ensemble de clients qui font tous la même activité, il y a des divergences de marge, il y en a certainement qui ne sont pas correctement suivies. Voilà, je pense que l'IA, pour moi, ça doit être du proactif. C'est pas aujourd'hui, on a la version chatbot où il faut aller taper son prompt, la question, mais c'est pas. J'ai envie de dire, l'expérience utilisateur, elle ressemble à celle qu'on avait sur n'importe quel chatbot. Je pense que demain, c'est l'IA qui va naturellement aller vers l'humain pour lui dire, pour lui rappeler de faire certaines choses ou de proposer certaines missions. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans les développeurs, dans GitHub Copilot, il n'y a pas encore de proactif. En revanche, elle te suggère des questions que tu dois lui poser. Voilà. Sur la base des données qu'elle a, quoi. C'est là où ça devient intéressant, parce que sinon, c'est l'histoire de l'auteur face à sa page blanche. C'est qu'il ne sait pas quoi écrire. Bon, l'IA, je pense, oui, elle peut nous pousser les questions et puis ensuite commencer à remplir le début de la trame. Et à la fin, de toute façon, il n'y aura que l'humain qui comprendra vraiment ce qu'attend un autre humain. Ça, je ne crois pas que je pense aussi, oui. on arrivera à un niveau technologique qui permettra de le faire. Et puis, il y a un gros frein financier. De toute façon, c'est surtout que l'IA, elle n'est pas intelligente. Non, elle n'est pas intelligente. C'est une programmation. Pour rappel pour tout le monde, c'est un modèle statistique qui fait que prédire des suites de mots, mais qui ne comprend pas vraiment ces mots. Enfin, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation, pas de contexte. Ouais. Et puis après, économiquement, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, les solutions qui sont poussées sont extrêmement chères, donc elles ne sont finalement pas accessibles à tous. Mais on pourrait imaginer avoir des super utilisateurs dans le cabinet qui proposeraient, grâce à l'IA, un certain nombre de fonctionnalités, de services supplémentaires et qui aideraient les collaborateurs dans leur quotidien. Moi, je crois beaucoup avant, ça s'appelait l'automatisation. Si on met en plus de l'IA sur de l'automatisation, là, c'est génial. C'est-à-dire que tout ce qui est chronophage, sans valeur ajoutée, on peut le faire. Et ça, au quotidien, c'est quand même plus sympa de faire ce qu'on aime que d'être forcé à faire des tâches sans valeur ajoutée. Et du coup, tu as quand même un enjeu, j'imagine, pour un cabinet de votre taille, d'accompagner les collaborateurs dans ce changement. Parce que tu en as qui faisaient jusque-là des tâches qui vont peut-être être remplacées par l'IA. Oui. Comment tu les accompagnes, tu les formes, tu les aides à se former pour qu'ils puissent demain faire les nouvelles tâches qui vont être amenées à... Alors heureusement, chez CPA, la partie digitalisation avait déjà été traitée, donc on avait plus de clients qui nous amenaient du papier, donc tous les collaborateurs finalement ne traitaient que de l'image de documents et donc étaient déjà assistés par une machine. On a... donc pour le moment, on est beaucoup dans l'itération et on apprend au fur et à mesure des évolutions du marché et des solutions qui nous sont proposées par nos prestataires. Mais grâce à la taille, on a recruté un DSI. C'est une de ses missions, en fait. Donc là, on est sur un test avec Copilot de Microsoft pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter sur la partie admin. Avec Pennyline, pareil, on est en test sur la partie IA qui était compta assistant et BOFIP. Donc ça passe par, je pense, la répétition au sein des équipes, de leur dire qu'on travaille dessus et qu'on met en place des choses et qu'on commence à leur proposer des choses qui pourraient les aider je dans pense leur que quotidien. Tes équipes, dans l'utilisation, après, elles vont se projeter et dire tel cas d'usage. Parce que nous, en tant qu'éditeur, notre job, c'est de répondre à des cas d'usage, à des besoins. Exactement. Et c'est un peu infini ce que tu peux imaginer. Mais il faut du coup que les utilisateurs nous disent... Tiens, c'est là-dessus que je me projette le plus à avoir... on est dans de la co-création, donc il y a des choses
qui sont aujourd'hui un peu énervantes quand on traite un dossier. C'est tout simplement mes connexions bancaires qui ne fonctionnent pas ou mon logiciel de paye qui n'est pas connecté. Ça, si on arrive à avoir une IA qui nous dit qu'on a tous ces dossiers qui sont déconnectés et qu'il faut faire une action très rapidement pour continuer à avoir les flux, tant mieux. Et puis dans la révision, essayer de pousser un certain nombre de questions type par l'IA pour rappeler aux collaborateurs que réviser un dossier, c'est telle et telle chose. On va uniformiser la qualité. Mais je pense que je crois qu'on a entre 2 et 3 ans pour se mettre à la page. Mais ce qu'on pense aussi, c'est qu'on va avoir de nouveaux collaborateurs dans les cabinets. Donc des data scientists, des prompt engineers. C'est pas nécessairement les collaborateurs d'aujourd'hui qui traiteront avec l'IA. À l'inverse, on aura des équipes dédiées pour accompagner les collaborateurs qui sont en production via l'IA. Voilà. Ça fait un bon lien avec votre école, le CFA que vous avez créé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, l'idée de l'école, c'est lié aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Hein. Donc, on a créé un CFA dont tu es le parrain avec Penny Lane et puis d'autres marques tech qui s'appellent Lucas. Voilà. C'est l'inventeur de la comptabilité en partie double. Luca Pacioli, voilà. Et donc, on a commencé avec le BTS, puis maintenant, on a la formation DCG, et l'année prochaine, on espère le DSCG. Donc, il y a 130 élèves qui sont formés dans notre école, et toujours avec un 130 élèves, et ça a été lancé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. On a fait une première promo de 30, et puis maintenant 130, en cours physique et en ligne, en apprentissage. Le mix des deux est intéressant puisque le collaborateur peut tout de suite voir ce qu'il apprend, comment c'est appliqué ensuite en cabinet. Ça évite le trop gros décalage entre la théorie et la pratique. Et l'IA aujourd'hui, par exemple, qui n'est pas forcément traitée dans le parcours de l'expertise comptable, là, il peut le voir tout de suite en cabinet. Pareil pour la facturation électronique. Votre but, c'est de moderniser aussi un peu le cursus. Enfin, il y a un cursus type, quoi, mais d'essayer d'amener des touches en plus sur les nouvelles technos, les nouvelles... C'est Jérémy, le directeur de l'école, qui traite ces sujets-là. Et effectivement, il essaye d'amener l'automatisation, faire rencontrer d'autres personnes. Donc, il fait témoigner beaucoup de monde en dehors du cursus qui est obligatoire. Après, l'avantage de notre profession, c'est que c'est une inscription en candidat libre. Donc, ensuite, on peut faire plein d'autres choses autour de l'école pour essayer de fédérer et de faire monter en gamme les collaborateurs. L'année prochaine, on aura le DSCG. Et je pense que ce sera pour nous un vivier naturel de candidats pour le cabinet. Et puis, avec la taille qu'on a, il y a beaucoup de cabinets qui l'ont fait avant nous. Ils ont soit une école, soit un partenariat. Je pense que ça amène aussi un peu de la valeur au groupe. Et puis, on pourra, via cette école, capitaliser dessus pour offrir un parcours de formation aussi aux collaborateurs qui sont déjà chez nous, qui n'ont peut-être pas passé tous les diplômes, qui voudraient les passer. Et donc, dans ces cas-là, on pourrait le faire via notre propre école. Aussi utiliser ça pour on peut faire des plans de carrière, faire des formations internes. Voilà, et comme l'école s'emploie à développer des formations en ligne ou en présentiel, du coup, la proposition est illimitée. Il n'y a pas de frein. Et là, on recherche peut-être d'autres parcours diplômants, toujours autour du métier, mais peut-être, pourquoi pas... de la paye, un peu de droit, pour former d'autres experts et pas seulement des experts comptables. Ok. Je vois qu'on arrive au bout de notre discussion. Est-ce que tu as un message à faire passer dont on n'aurait pas parlé, ou alors à, je sais pas moi, un jeune qui se demande s'il faut étudier la compta, ou quelqu'un qui se demande s'il veut s'installer en tant qu'expert comptable Pour un jeune qui voudrait débuter la compta, moi je lui dis d'y aller. Maintenant, il ne faut pas se limiter au bac plus 3, c'est obligatoirement bac plus 5, voire aller même jusqu'au DEC, donc bac plus 8 très vite. Essayer de compléter la formation avec une école de commerce et de l'anglais surtout, puisqu'on est les formations proposées sont assez faibles de ce côté-là. Mais il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas se référer à ce qu'on entend. Il faut plutôt aller voir dans les cabinets comment ça se passe. Nous, pour séduire des futurs candidats, on s'adapte aussi au marché. Et donc, on ne les fait pas travailler avec la visière, les lunettes derrière la machine à écrire. Donc, on propose d'autres choses. Chez CPA, on fait des séminaires, on fait des soirées. On essaie d'animer le réseau et créer une vie d'entreprise comme dans n'importe quelle boîte en France.
Donc, venez faire de la comptabilité, hein. C'est un secteur qui est porteur. Même si ce sera automatisé, on fera d'autres choses, mais il y aura toujours besoin de ressources. Donc, ce n'est pas des secteurs sur lesquels il y aura des problématiques pour trouver un emploi. Et puis, un expert comptable, C'est un bel ascenseur social. Enfin, moi, je trouve, tu, ouais. tu peux quand même monter, que ce soit en termes de salaire, de responsabilité. Ouais. Et c'est assez. Ça va assez vite. C'est au mérite, quoi. C'est au Moi, mérite. ouais. Et puis, au bout de 3 à 5 ans, on arrive quand même à des niveaux Parce que de tes revenus assez résultats sont confortables. tangibles, quoi. Tu Ah, développes. Tu peux même, chez CPA, on récompense l'apport de clientèle, on récompense la cooptation aussi, ils ont des primes de cooptation. Et puis c'est Et puis enrichissant encore une c'est fois. tangible parce que tu t'aides tes clients. T'aides tes Enfin, clients, voilà, t'échanges ouais. avec des entrepreneurs. Donc moi, j'ai toujours trouvé ça hyper enrichissant quand on a 25-30 ans de pouvoir tout de suite échanger avec des entrepreneurs. Et pour les experts comptables donc diplômés qui voudraient s'installer, mais j'ai envie de leur dire, oui, vous pouvez vous installer tout seul, mais vous ne mesurez pas toujours certaines difficultés. Le faire dans le cadre d'un groupe comme CPA, c'est un accélérateur. Ok. C'est indéniable. Moi, si j'ai pu construire mon cabinet aussi vite au sein du réseau CPA, c'est parce que je n'étais pas seul. Voilà. Après, c'est une conception du métier qui peut être différente, effectivement. Mais je trouve que dans la qualité de vie, on dit souvent que le métier d'expert comptable est dur. Ne pas le faire seul, le faire au sein d'un groupe, améliore quand même sa qualité de vie personnelle et bah, ça nous permet aussi d'avoir une vie de famille par ailleurs parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas à traiter. Alors que quand on est tout seul, bah, on est seul face à soi-même avec ses équipes et ses clients et donc bah, le temps passé au cabinet est mécaniquement supérieur parce qu'il faut tout faire tout seul. Merci beaucoup, Romain, d'être venu aujourd'hui. Merci et de pour toute la l'invitation, valeur Arthur. que tu as donnée à ceux qui nous écoutent. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt.